Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette. Et cet épisode sera le dernier de la saison, puisque cet épisode sera celui du bilan, le bilan de la saison 2024 évidemment. Saison qui s'est achevée, je pense, pour la majorité d'entre nous, autour de Lombardie le week-end dernier, même s'il y a encore quelques courses qui ont lieu en ce moment, notamment en Asie. Mais bon, c'est pas les courses auxquelles on porte en général le plus d'intérêt, donc c'est pour ça que je dis quand même que la saison est terminée. Pour moi, c'est vraiment Tour de Lombardie, chrono-détention, et puis après, ciao, tout le monde en vacances. Je dois vous avouer que c'est pas un soulagement, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a eu une saison qui était longue, très dense. Il y a eu plein d'événements. En plus, ça n'a pas aidé parce qu'il y a eu d'autres événements sportifs en parallèle, notamment les JO, par exemple l'Euro, ce genre de choses qui ont fait qu'on a eu une année vraiment très dense en sport. Et c'est pas plus mal que le cyclisme se mette un petit peu en pause pour quelques mois, en tout cas le cyclisme sur route, qu'on revienne à notre bon vieux cyclocross pendant quelques mois là pendant l'hiver. Comme ça nous permet de nous régénérer un peu et puis on aura un peu plus de hype, un peu plus d'envie pour les prochaines courses qui recommenceront l'an prochain. Je dois vous avouer pardon que moi sur la fin de la saison, c'est vrai que je portais parfois un peu moins d'intérêt aux courses que ce que j'aurais pu le porter pardon en début de saison. Après c'est aussi particulier lié au contexte de la saison qui était vraiment spécifique avec une ultra domination de certains coureurs. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Puisque le programme, ce que je vous propose, c'est qu'on, tout d'abord, on repasse rapidement en vue, pardon, cette saison-ci, voir ce qui s'est passé, les résultats des principales courses, ce qui s'est un peu passé en termes de stratégie aussi, quels événements ont été importants pour la saison, donc notamment on va parler des blessures. Et puis ensuite, quand j'aurai parlé de tout ça, on fera un petit point sur les classements, etc. Et puis on discutera de notre ressenti tout simplement sur cette saison-ci, qui s'achève donc maintenant et qui laisse place, c'est bien au cyclocross. Et d'ailleurs, en parlant de cyclocross, je vais quand même l'intégrer un petit peu à mon analyse, puisque c'est ce qui commençait un peu la saison 2024. On a eu toute cette période au mois de décembre et janvier, février, de cyclocross qui était assez intense. Je sais que je suis pas le seul, je pense, à regarder le cyclocross depuis quelques années en venant du cyclisme sur route, notamment depuis qu'il y a des coureurs qui sont très connus en cyclisme sur route qui sont aussi en cyclocross, donc évidemment Van Der Poel, Van Aert, Pidcock, ce genre de mecs. Et donc ça a commencé avec le cyclocross, et le problème du cyclocross, c'est qu'on a eu une saison qui a été archi dominée sur les courses où il était présent par Mathieu Van Der Poel. Donc déjà une saison où il a écrasé tout le monde. On a vu un peu parfois Wout van Aert, mais Wout van Aert a galéré à s'imposer face à Mathieu Van Der Poel à cette époque-là. Tom Pidcock un peu dans la même veine. Tom Pidcock d'ailleurs qui se préparait spécifiquement pour la route, donc on l'a pas trop vu en cyclocross. Enfin bref, je parle pas trop du cyclocross parce que c'est pas ma spécialité, mais globalement quand même, une archi domination de Mathieu Van Der Poel sur le cyclocross. Ensuite, début de la saison. Donc là, je pense qu'on va passer sur les courses les plus importantes, celles qui m'ont marqué. On parlera pas de tout, on parlera pas du Tour Down Under, on parlera pas du UAE, etc. Je propose qu'on commence avec le Het Nieuwsblad. Donc le Het Nieuwsblad, c'était au mois de février, donc c'était il y a très très longtemps. Et c'était une autre époque quand même, parce qu'on a eu la victoire de Jan Tratnik, et c'était une superbe course d'ailleurs, mais une course qui était marquée du saut de la Visma Leasebike, puisqu'en fait, ils ont vraiment totalement contrôlé cette course, avec notamment Wout van Aert qui était très fort. Et là, on a commencé à se dire, ah putain, c'est vrai que maintenant il y a Yann Tratnik chez la Visma Leasebike. Là, il y avait Christophe Laporte, Wout van Aert, bientôt Jorgensen, etc. Ça fait une team qui était vraiment très très forte et on s'est dit, les Jumbo-Visma, enfin les Visma Leasebike, pardon, désormais, ils vont rouler sur les classiques cette année. Donc là, on a eu cette victoire d'abord de Yann Tratnik sur le Het Nieuwsblad qui était importante. Et on verra que c'est une conclusion qui n'a pas duré très longtemps. Ensuite, autre course importante, c'était les Strade Bianche, le 2 mars, avec le retour à la course de Tadej Pogacar, évidemment, et course qui allait vraiment être le symbole de sa saison, hein, puisque on le sait, ça a été une édition très spéciale avec Pogacar qui a attaqué à 80 bandes de l'arrivée, qui a fini en solitaire, et puis derrière on s'est joué les accessites. Et en fait, ça a été tout simplement le symbole de la saison 2024 de Tadej Pogacar. C'est là qu'on a vu qu'il était dans une dimension spécifique cette année. Et il l'a prouvé tout au long de l'année, malheureusement. Je dis malheureusement, tant mieux pour lui, hein, parce que évidemment, il a pu gagner plein de courses, il était très fort. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Un peu moins pour le suspense. Et d'ailleurs, si on compare cet épisode des Strade Bianche à celui de l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez de la victoire de Tom Pidcock devant Madouas, avec Benoît, etc., Attila Valter, Rui Costa, c'était vraiment une épreuve de fou. Tandis que cette année, bah, sur les Strade Bianche, on s'est un peu ennuyé. Dès qu'on a vu Pogacar qui était parti, il a vite pris du temps à tout le monde, et puis après, bah, le deuxième, Skuins, arrive à 2 minutes 44. Donc
Première édition un peu mitigée d'Estrade Bianchi, on se dit merde, ça a un peu manqué du sel qu'on attend de cette course-là. Et notamment à cause de la domination de Tadej Pogacar, qui a cependant réalisé un énorme numéro qui devrait, je pense, rester dans les livres d'histoire, donc bravo à lui pour ça. Ensuite, Paris-Nice, avec la victoire de Matteo Jorgensen, donc là on en revient un petit peu sur la question de la Visma Leasebike. Paris-Nice qui était un peu particulier, parce que l'an dernier, on avait eu Gaudu, Pogacar et Vingegaard. Là, cette fois-ci, il n'y avait pas Pogacar, il n'y avait pas Vingegaard. Donc édition un peu spécifique, mais il y avait Remco et Evenepoel. Et pour le coup, on a eu une course vraiment super animée. En plus, il y a eu des conditions météo qui étaient un peu difficiles, qui ont rendu le truc un peu épique. Et finalement, une victoire finale de Matteo Jorgensen devant Remco Evenepoel. Et c'était très serré en termes de classement. Donc franchement, une course super intéressante, Paris-Nice. Même si, quand même, il faut le souligner, il n'y avait pas Pogacar et Vingegaard. Donc ça enlève un peu de... Pas de qualité à la start list, je sais pas comment dire, mais il y a un peu moins de tension dans la course. On se dit, ouais, ça se bat, c'est cool, il y a du suspense, mais intérieurement, on sait qu'il n'y a pas les meilleurs, donc que c'est un petit peu tronqué. Sensation un peu bizarre, mais en tout cas, Paris-Nice, c'était très bien. Puis Tirreno, pardon, c'était un peu l'inverse, c'est que là, on a eu Vingegaard qui était très fort sur Tirreno Adriatico, hein. Il y a eu que deux petites étapes de montagne, et avant, c'était beaucoup de choses vallonnées, notamment Jonathan Milan, pardon, s'était imposé. Mais ensuite, dès les étapes de montagne, et bah, c'était la domination de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui était aussi intraitable, lui, sur les épreuves où il était en forme. Donc Tirreno, il l'a écrasé tout simplement. Donc si on récapitule, Paris-Nice, c'était cool parce qu'il y a du suspense, mais Tirreno, bah, dès la première étape de montagne, Vingegaard fait le trou tout seul, super fort, et on comprend qu'il est intouchable. Et on se dit, bah, si la fin de la saison, c'est Pogacar et Vingegaard qui sont tous les deux intouchables, ça va être un peu long. Course suivante dont j'ai envie de parler, Milan-San Remo évidemment. Milan-San Remo, une des meilleures courses de l'année, qui déçoit jamais, pour le coup. Donc cette année, Milan-San Remo remporté par Jasper Philipsen, notamment grâce à un super travail d'équipe de la Alpecin. Donc on se souvient de Pogacar qui sort dans le Poggio avec Mathieu Van Der Poel, donc les deux hommes clés de la saison, qui se regardent parce que Mathieu Van Der Poel joue l'équipe et il a très bien joué puisque Philipsen s'est imposé, juste devant Matthews d'ailleurs, Matthews qui aurait pu gagner s'il avait un peu tassé Philipsen, mais il a joué beau jeu, Michael Matthews, et c'est Philipsen qui s'est imposé finalement. Là on se dit, tiens, Philipsen, peut-être Classic Man cette année qui pourrait nous faire plaisir. Puis bah surtout les deux favoris, Van Der Poel et Pogacar n'ont pas gagné. Parce qu'ils se sont neutralisés, donc c'était vraiment un truc, une belle course. On a 12 coureurs qui sont arrivés pour la gagne, dont Alaphilippe qui était crevé, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin bref, c'était une belle course, Milan-San Remo, un beau monument. Probablement d'ailleurs le plus beau monument de l'année, malheureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'E3. Donc là, on arrive vraiment dans les grosses classiques flamandes. E3 qui a été dominé par Mathieu Van Der Poel, qui était très fort. Il y avait Van Aert qui était sur la course, qui était aussi pas trop mauvais. Mais Van Aert, il a fini troisième. Parce que d'ailleurs, ça n'a pas réussi à s'organiser derrière Mathieu Van Der Poel, qui était déjà très très en forme. Et donc là, c'est le début des classiques flandriennes qui ont été un peu écrasés par Mathieu Van Der Poel. C'était pas que de son ressort. Parce que là, les principaux adversaires de Mathieu Van Der Poel sur cette course-là, ceux qui finissent deuxième et troisième, c'est Jasper Stuyven et Wout van Aert, qui font 2 et 3. Et malheureusement, sur la course juste après, non, c'est pas la course juste après, c'est sur une course une semaine après, à travers la Flandre, les deux chutent. Et bref, là, c'est la tragédie pardon, pour la suite des classiques. Mais entre deux, on a eu quand même Gand-Wevelgem. Gand-Wevelgem, ça a été une course incroyable aussi. On se souvient donc de l'échappée de Mats Pedersen et Van Der Poel, les deux plus forts. Et puis derrière, un énorme peloton de sprinters prêts à les reprendre. Et finalement, les attaquants ont gagné. C'était vraiment une super belle course avec beaucoup de tension, ce Gand-Wevelgem. Et puis en plus, Van Der Poel ne gagne pas, donc ça c'est cool. Il se bat au sprint par Mats Pedersen, donc une très belle classique. Juste avant, donc je le disais, on a eu après, à travers la Flandre, remporté pardon, par Matteo Jorgensen, mais le crève-cœur de la saison, peut-être, parce qu'on a les chutes de Van Aert, les chutes de Stuyven, et notamment, qui ont fait que... Il y a aussi eu Anthony Turgis, je crois, qui est tombé. Enfin bref, beaucoup trop de chutes sur cette course-ci, qui ont mis pas mal de coureurs intéressants pour les classiques out, et notamment Van Aert pour ses objectifs principaux. Mais remporté par Jorgensen, donc Jorgensen qui faisait un début de saison quand même assez fantastique, il faut le souligner. Mais sinon, c'était plutôt une belle édition. Ensuite, le Tour des Flandres, remporté de main de maître par Mathieu Van Der Poel. À ce moment-là, on se disait peut-être que Jorgensen peut le concurrencer, au vu de ce qu'il avait fait sur les courses précédentes. Mais finalement, Jorgensen a une craquante complète.
De toute façon, en distance monument, il a un peu du mal en général, Matteo Jorgensen, et donc c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé de manière très limpide. Hein, il y avait clairement personne à son niveau. Il n'y avait pas Pogacar sur la course, mais donc bah, normalement c'est le meilleur monument de l'année avec Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, et malheureusement bah, il n'y a pas eu trop de suspense, donc on s'est un peu ennuyé, disons. Van Der Poel a attaqué à environ 45 km de l'arrivée, puis après il s'est pas passé grand-chose, malheureusement, et donc tout ce qui était Paterberg, etc., qui normalement sont des moments de tension extrême, bah là ça a été un peu galvaudé. Mais bon, on peut pas en vouloir à Van Der Poel. C'était aussi, il est sorti aussi sur son aspect technique, je sais pas si vous vous souvenez, mais il est sorti parce qu'il a réussi à monter pardon, sur les pavés mouillés, alors que les autres étaient tous mis pied à terre dans le Copenberg. Et Van Der Poel a su faire parler sa technique pour passer en vélo, et c'est notamment ce qui lui a permis de s'imposer. Ensuite, j'accélère un petit peu, entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, il y a une course qui a eu son importance, même si on s'en fout du résultat, c'est le Tour du Pays Basque, puisque c'est là qu'on a eu les chutes très importantes de Stef Kras, mais surtout de Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, qui ont un peu scellé la fin de la saison quand même, on va pas se mentir, surtout la chute de Vingegaard. Mais bon, on parle plus trop du Tour du Pays Basque, même si c'était pour moi un tournant de la saison. Ensuite, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix qui est ma course préférée, mais malheureusement on s'est fait chier, tout simplement. Autant l'an dernier on avait eu un super duel entre Van Der Poel et Van Aert, et puis le groupe derrière, là où on avait des mecs comme Degenkolb, autant là, rien à dire. Mathieu Van Der Poel le plus fort, il gagne avec 3 minutes d'avance sur son coéquipier Jasper Philipsen. Ça fait vraiment mal pour le suspense, hein. Pour le coup, là il a attaqué à 60 bornes de l'arrivée, Mathieu Van Der Poel, et personne ne l'a jamais revu. Ça fait un peu mal au suspense quand même, on va pas se mentir. Alors que normalement c'est la course la plus trépidante de l'année, bah là on s'est un peu ennuyé aussi. Donc victoire éclatante de Mathieu Van Der Poel. Heureusement, on n'a plus trop vu Van Der Poel par la suite. Enfin, pas heureusement parce que c'est un coureur que j'adore, mais sur cette campagne de classique flandrienne, il a vraiment tout écrasé. Ça manquait de concurrence, quoi. Donc on était content de passer à autre chose avec un peu plus de suspense. Et là, peut-être les deux plus belles courses de l'année, l'Amstel et la Flèche Wallonne. L'Amstel, je le rappelle, qui a été gagné donc par Tom Pidcock dans un groupe de 6 ou un groupe de 9 même. On avait notamment Paul Lapera et Valentin Madouas dans ce groupe, Quentin Paché, bah, si vous vous souvenez, puis finalement Koch qui gagne au sprint devant Hirschi, Benoît Van Sevenant. C'était vraiment une course de fou, même si encore une fois, il n'y avait pas les meilleurs. Il n'y avait pas Van Aert, il n'y avait pas Pogacar. C'est ça qui fait un peu mal malheureusement, parce que c'est une course de fou, il y a un suspense de fou, mais vu qu'il n'y a pas les meilleurs, on a quand même un peu une petite voix derrière la tête qui dit oui, mais si jamais il y avait Pogacar, ça se serait pas passé comme ça. Et probablement oui, que oui. Mais bon, voilà. Aussi sur cette course-là, on avait Van Der Poel qui a pas, qui a fait une stratégie de course un peu bizarre, qui a pas attaqué. Je pense qu'en fait, il était juste pas bien. Et c'est marrant parce qu'il y avait plein de coureurs qui avaient calé leur course sur Van Der Poel, pardon, et se sont fait avoir parce que Van Der Poel n'était pas bien. Mais bref, une super course. Ensuite, je pense que là, c'était la meilleure course de l'année, la Flèche Wallonne, dans des conditions dantesques de pluie. C'était totalement fou. Du suspense, ça a attaqué de super loin, alors que normalement, la Flèche Wallonne, c'est la course de l'ennui par excellence. On se passe dans le mur de 8, mais là, c'était fou. Ça a attaqué de partout. Finalement, Stephen Williams qui s'impose devant Vauquelin et Van Gils. Euh, Course incroyable, tout simplement. Même si, encore une fois, il n'y avait pas les meilleurs, donc c'est un peu difficile d'apprécier à 100% cette course-là. T'as des Pogacar, donc on a toujours une part de nous qui se dit merde, qu'est-ce que ça aurait été? Est-ce qu'on aurait eu une course aussi animée s'ils avaient été là? Parce qu'on sait que c'est eux les meilleurs. Mais bon, voilà. Flèche Wallonne, c'est vraiment la meilleure course de l'année, je trouve. Avant un, un Tadej Pogacar, un Liège-Bastogne-Liège, pardon, remporté par Tadej Pogacar très facilement. Attaque à 35 km du but, et puis après, solo. Il finit devant Romain Bardet. Romain Bardet qui nous a fait un peu vibrer quand même. Ça, c'était la satisfaction de cette course-là. En finissant deuxième à 1,40 sur Liège-Bastogne-Liège, donc en partant seulement à 34 km de l'arrivée. Et ensuite, un énorme groupe de 30 coureurs qui essaie de jouer la troisième place. Van Der Poel qui fait troisième. D'ailleurs, ça, c'était intéressant parce que c'était un profil qui lui convenait pas, et Van Der Poel a joué très intelligent sur cette course-là. Enfin bref. Liège-Bastogne-Liège, on s'est un peu fait chier quand même, on va pas se mentir aussi. C'était pas la course de l'année. Ensuite, on parle du Giro. Rapidement, le Giro, c'était marrant la première semaine parce que Pogacar attaquait n'importe où sur des terrains qui lui convenaient pas. Et donc c'était le feu toute la journée.
Il y a l'étape d'Alaphilippe aussi qui est vraiment incroyable. Mais ensuite, bah, le néant complet. Pogacar qui atomise tout le monde, qui ridiculise tout le monde, qui gagne 6 étapes, qui gagne avec presque 10 minutes d'avance. Bref, en termes de suspense, je vous dis, la première semaine était intéressante, le reste, on s'est vraiment ennuyé, un peu sévère, donc dommage. Critérium du Dauphiné ensuite, remporté par Roglic. Dans ce critérium, il n'y avait pas Vingegaard qui était en train de faire sa reprise pardon, après la chute du Tour du Pays Basque. Il y avait Evenepoel qui était sur la pente ascendante, mais qui était encore trop marqué par ses chutes. Et on a eu du suspense. Finalement, Roglic gagne ce Dauphiné de 8 secondes devant Jorgensen. On avait Derek G qui était fort aussi. C'était une course intéressante. Et puis Remco Evenepoel qui fait septième. Mais je sais pas si vous vous souvenez, on voyait qu'il faisait des efforts. Il était là pour faire des efforts, donc ça c'était assez cool. Enfin bref, une course dans l'ensemble assez bien. En plus, sur la dernière étape, on a Roglic qui craque un peu, donc ça a donné du suspense à la course. Donc un critérium du Dauphiné tout à fait honorable, avant un Tour de France qui lui était peut-être le plus palpitant des trois grands tours quand même, j'ai envie de dire, hein, avec cette victoire de Pogacar. Mais c'est surtout grâce à Vingegaard que c'était palpitant, puisque pendant 10-12 étapes, on a cru que Vingegaard serait en mesure de se frotter à Tadej Pogacar. Surtout que l'an dernier, c'était Pogacar qui se frottait à Vingegaard, et c'était Vingegaard l'homme à abattre, le terrible qui gagnait tout. Là, cette fois-ci, c'était un peu l'inverse. Les gens commençaient à dire oui, bon, Pogacar, ça fait bien, il a fait le Giro, il va pas gagner le Tour de France quand même. Donc les gens étaient un peu plus derrière Vingegaard. Malheureusement, Vingegaard qui était pas assez fort, et donc 12-13 jours super intéressants. Puis après, une fois que Pogacar avait définitivement lâché Vingegaard, c'était un peu moins bien. Aussi merci quand même à Remco Evenepoel qui a fait un beau Tour de France, qui finit troisième, qui a animé la course. Donc vraiment une première moitié de Tour de France très intéressante, avant malheureusement un petit peu d'ennui aussi. Euh, Après le Tour de France quand même, il y a eu les Jeux Olympiques. Il faut en discuter. Les Jeux Olympiques, super tracés finalement, qui a donné une belle course. Ce qu'on pourrait peut-être un peu regretter, c'est que l'équipe belge a trop dominé en fait. Parce que c'était les Belges contre Van Der Poel, parce que Pogacar avait décidé de ne pas venir, et malheureusement, bah, Van Der Poel n'était pas assez nombreux contre les Belges, c'est tout. Et Evenepoel était probablement le plus fort. Je pense qu'à la pédale, pardon, il aurait battu Mathieu Van Der Poel, mais malheureusement, à la stratégie de course, il est sorti en facteur et personne ne l'a suivi. On a une belle course quand même côté français qui nous a fait un peu vibrer avec Valentin Madouas et puis Christophe Laporte. Ce qui nous a fait vibrer aussi, c'est la crevaison d'Evenepoel. Ça, c'était vraiment un événement marqueur qui a forgé aussi un peu sa légende. On est donc plutôt des beaux Jeux Olympiques, pardon, mais on regrette que le duel entre Van Der Poel et la Belgique n'ait pas réellement eu lieu. Mais bon, c'était super bien joué de la part de la Belgique. Ensuite, Tour d'Espagne, Tour d'Espagne remporté par Primoz Roglic. Le grand tour avec le plus de suspense, tout simplement, hein, puisqu'il s'impose devant Ben O'Connor et Enric Mas. Finalement, 2 minutes 30 et 3 minutes 13 devant les deux. Ce qui fait l'écart le plus mince pardon, sur l'ensemble des trois grands tours de l'année. Mais on a eu une belle bataille un peu à tous les niveaux. Roglic dominateur, mais jusqu'à la 15e, 16e journée, on ne savait pas qu'il allait gagner. Donc ça, c'était vraiment un élément cool, c'est qu'on a eu du suspense sur cette Volta. On a eu aussi un super raid de Ben O'Connor, donc une belle Volta quand même. Même si je noterais quand même que, encore une fois, vu qu'il n'y avait pas Vingegaard et qu'il n'y avait pas Pogacar, on s'est dit quand même, c'est la course la plus intéressante, mais il manque les têtes d'affiche, donc ça perd un peu de son intérêt. À la décharge de la Volta, il y a aussi eu le problème, c'était aussi que c'était juste après les JO, que les gens avaient vraiment bouffé du sport tout l'été, et peut-être un peu moins d'intérêt pour cette Volta, qui est toujours de toute façon le grand tour qui intéresse le moins les gens, mais sinon en termes de suspense, ces deux scénarios, c'était une belle course. Donc ça, c'était la Volta, et ensuite on arrive dans la fin de saison, avec Québec-Montréal. Québec-Montréal, Québec, c'était très serré, c'était une belle course, voilà. Matthews qui gagne, mais il y avait du suspense, parce que le parcours était pas trop dur. En revanche, Montréal, bon bah rien à faire, hein. Pogacar beaucoup trop fort. Et on a compris qu'il était reparti dans un cycle infernal où il allait tout écraser, et ça a été le cas. Les championnats du monde, évidemment. Un championnat du monde avec un tracé super. Et puis un suspense qui a un peu disparu quand Pogacar a attaqué à 100 km de la fin. Donc ça, c'est vraiment dommage, puisque pendant les 100 derniers kilomètres, bah, on se disait, bah ouais, bah il va gagner, quoi. Il est devant, il va gagner. Bon, j'abuse un peu parce que le problème, c'est que moi, j'ai vu la course en replay. J'étais pas dispo pour la course. Donc en replay, on a toujours un peu moins d'émotion. En plus, je m'étais fait spoiler le résultat, donc
Quand les autres derrière sont revenus un peu moins d'une minute de Pogacar, je pense que vous, en live, vous avez vibré peut-être. Donc peut-être que c'était une course intéressante pour ça. Mais bon, sinon, Pogacar, juste énorme, beaucoup trop fort, quoi. Le meilleur coureur du monde qui a écrasé la course. Et puis ensuite, le Tour de Lombardie, encore une fois, rebelote. Pogacar qui écrase tout le monde, qui attaque à 50 km. Là, c'était vraiment le symbole de la saison, hein, du renoncement des autres coureurs qui l'ont vu partir, qui ont fait ouais, ouais, bah il part et alors. De toute façon, on jouait la deuxième place, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils partent? Et c'était une bonne stratégie de leur part, parce que au cas où Tadej avec une fringale, et ben, la meilleure option à avoir, c'est ne pas le suivre, tout simplement. Donc voilà, c'était la fin de saison, c'était quand même bien que ça se finisse cette saison, hein, parce qu'on en avait un peu marre à la fin, je pense. Là, vraiment, le Tour de Lombardie, en termes de vibration, c'était le néant, quoi. Tout le monde savait quel allait être le résultat, et le scénario a confirmé du début à la fin quel serait le résultat. Même si on a eu un beau groupe de contre qui est parti, bah, UAE était trop fort, tout simplement. Et donc, Tour de Lombardie, bof bof. Donc si je devais récapituler, meilleur monument, Milan-San Remo sur cette année, et meilleure course des autres, je dirais donc la Flèche Wallonne, même s'il n'y avait pas les meilleurs coureurs. Meilleur grand tour, je pense, le Tour de France, clairement. Même si le Giro, ça nous a un peu amusé au début, puis qu'il y a eu Alaphilippe qui a scoré. Vraiment, le Tour de France, la première quinzaine était incroyable, donc le reste était horrible, la dernière semaine, entendons-nous. Mais on a eu un très beau début, donc c'est pour ça que je mets le classe en tant que meilleur grand tour de la saison. Bon, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mon petit récap de l'année. Il était peut-être pas forcément nécessaire pardon, de passer chacune des courses en revue, mais je pense que c'est quand même intéressant de l'avoir fait puisque c'est très long une saison. Et moi, je dois vous avouer qu'en me replongeant là-dedans, ça m'a aussi permis de me souvenir de certains sentiments qu'on a eu à l'époque, notamment au printemps, etc. Des choses qui ont un peu évolué, qui sont passées depuis. Et donc là, c'était l'occasion d'avoir un peu la mémoire fraîche pour parler maintenant du bilan de la saison. Qu'est-ce que j'en ai pensé, tout simplement. Euh, je pense que ça s'est un peu compris au travers de ce que j'ai pu dire jusqu'ici, en citant les différents résultats. Mais globalement, c'est pas une saison qui m'aura marqué très fortement, hein. Parce que en termes de suspense, on s'est vraiment ennuyé sur toutes les courses majeures du calendrier. Et ça, c'est vraiment un problème. Euh, évidemment, Tadej Pogacar est très fort. Évidemment, Mathieu Van Der Poel est très fort. On peut rien leur enlever. Enfin, je veux dire, je vais même pas parler de questions de dopage ici, parce que je sais que c'est un sujet qui est souvent évoqué pour Tadej Pogacar, mais si on en fait abstraction, je veux pas savoir si c'est vrai, si c'est faux. De toute façon, j'ai pas les capacités de le prouver, mais en tout cas, toujours est-il qu'on a eu un début de saison qui a été totalement écrasé par Mathieu Van Der Poel en termes de classique, parce qu'il était le meilleur. Et ensuite, à la fin de la saison, toutes les autres courses, en fait, où même si ça grimpait pas tant que ça, c'était toujours Pogacar qui l'écrasait. Et probablement que si Vingegaard avait été en forme et n'avait pas chuté, il aurait aussi écrasé toutes les courses où il se serait présenté. Et donc, finalement, en fait, le fait que Vingegaard soit pas au niveau, que Van Aert soit pas au niveau, qu'Evenepoel soit un peu en dessous des autres sur certains terrains, ça fait qu'on n'a pas eu de vrais grands duels épiques. Enfin, je veux dire, je me souviens pas d'une course où on a vraiment eu du suspense du début à la fin, on s'est dit ça va être incroyable. Enfin, je vous disais, à part la Flèche Wallonne, ce genre de choses, à l'Amstel, mais c'est des courses qui sont un peu plus mineures, et à chaque fois c'était avec une start list où manquaient les meilleurs coureurs. Et donc ça, c'est vraiment le sentiment qui prédomine sur cette saison et qui est un peu dommage. Enfin, moi, je j'ai pas une grande course en tête où je me suis dit là, on a vibré de fou. Alors Milan-San Remo, mais Milan-San Remo, c'est comme ça tous les ans, donc on est assez habitué. Il y aura pas un jour où un mec va écraser Milan-San Remo, parce que Milan-San Remo, c'est un parcours qui est, s'il est dur depuis si longtemps, c'est justement parce qu'il est exceptionnel dans la justesse du dosage de ses difficultés. En fait, qui fait que tout le monde et personne ne peut gagner en même temps. C'est ça qui fait la beauté de cette course-là. Et donc là, même si vous êtes Pogacar, vous pouvez pas écraser la course à ce point-là. Donc c'est ça qui fait la beauté de cette course. Et donc, toujours est-il que cyclocross écrasé par Van Der Poel, euh, ensuite classique flandrienne qui sont normalement les meilleures courses de l'année, écrasées par Van Der Poel aussi. Et puis après, toutes les courses avec de la difficulté, écrasées par Pogacar. Je caricature un peu évidemment, mais ensuite il restait les courses de second rang, les courses d'une semaine où Pogacar n'était pas là, mais c'est pas celle qu'on suit avec le plus d'attention. Il restait les courses réservées aux sprinters, mais c'est pas non plus celle qu'on suit avec le plus d'attention. Ce qui fait que globalement, bah, on a une saison qui est assez fade. Une saison qui est pourtant paradoxalement exceptionnelle, puisqu'on a eu des records qui ont été battus, des choses folles de fait. Enfin, je pense que là, mon discours traduit pas assez l'exploit qu'ont fait Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Enfin, je veux dire,
C'est des choses qui sont totalement folles en termes de sport. Et il faut quand même leur lever notre chapeau pour ça. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont exceptionnelles ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement pour eux, ce que les spectateurs préfèrent, en tout cas ce que je préfère, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, à moins que vous soyez fanatique de certains coureurs, c'est le suspense. Et aussi, bon, ce qui joue peut-être aussi, c'est qu'on n'est pas néerlandais et on n'est pas slovène. Peut-être que s'il y avait un coureur français qui écrasait toutes les courses, on serait pas aussi honnête que ça. Mais bon, toujours est-il que moi, ce qui m'a manqué le plus, c'était du suspense cette année. C'est vraiment dommage, c'est notamment lié à des coureurs trop forts, à une hégémonie de certaines équipes, à des blessures aussi, puisqu'on n'a pas eu les grands duels qu'on attendait. Vraiment, les blessures de Van Aert et de Vingegaard sont peut-être le pire qui ait pu arriver au cyclisme cette saison, malheureusement. Et puis en plus, si on avait. En plus, c'est marrant parce que je cite deux coureurs de la Visma. Parce que si là, on se penche un petit peu sur le classement des équipes, là, je regarde le classement UCI, UAE. Donc, on le rappelle, UAE, c'est quelque chose comme 80 victoires cette saison. C'est vraiment n'importe quoi. Ils ont 36 000 points UCI. Les deuxièmes, c'est la Visma avec 20 000. Et ensuite, on a d'autres équipes à 17 000, etc., 16 000. Donc en fait, il y a vraiment une surdomination du cyclisme en ce moment par la UAE, notamment par Pogacar, mais pas que, parce qu'il a aussi tous les meilleurs coureurs du monde autour de lui, des équipiers de folie qui gagnent plein de courses partout. Et donc, bah, quand c'est pas UAE, c'est Pogacar, quand c'est pas Pogacar, c'est UAE. Et parfois, il y a un petit peu les autres équipes qui viennent se mêler au truc. L'an dernier, on avait la Visma qui était un peu trop forte aussi. Euh, on avait vraiment les deux grosses équipes. Là, cette année, les deux cartes maîtresses de la Visma étaient blessées, donc c'est un peu tronqué, mais on a vraiment des super puissances du cyclisme qui ont beaucoup trop de coureurs. Enfin, de toute façon, là, je fais juste de la discussion de comptoir, hein. C'est des choses que vous avez déjà entendues. J'apporte pas grand-chose d'éléments tangibles, intéressants pour alimenter la discussion, mais c'est vrai qu'on a des équipes qui sont juste trop fortes, tout simplement. Un peu comme à l'époque où la Sky écrasait tout. Là, cette année, Ineos, c'est la débandade. En plus, là, c'est en train de partir en vrille avec Tom Pidcock, mais donc une équipe qui est un peu en train de s'effondrer. Et c'est vrai que les années Sky où ils écrasaient tout, c'était peut-être aussi comparable à ce qu'on a en ce moment. Mais quand même, en parlant de ces années Sky, il y a une chose pour laquelle je suis assez ingrat, c'est que les coureurs qui écrasent le cyclisme en ce moment, c'est des coureurs qui ont du panache, qui attaquent. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas du panache, en tout cas ils attaquent. Et ça, c'est quand même une différence majeure avec les années précédentes où c'était Ineos et Sky qui dominaient, puisque là, il n'y avait pas d'attaque, ça cadenassait tout du long, on se faisait chier de bout en bout, un peu comme sur pas mal de courses cette saison, sauf qu'on se faisait chier parce qu'il n'y avait pas d'attaque. C'est peut-être mieux de se faire chier quand il y a des attaques que quand il n'y a aucune attaque, je sais pas. C'est à vous de juger, chacun son ressenti. Donc c'est vrai qu'il faut quand même donner ça au moins aux coureurs qui écrasent la course en ce moment. Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Quand même merci d'être des attaquants, parce que si vous aviez juste les meilleures équipes comme c'est le cas, et que vous écrasiez toutes les courses en cadenassant et en attaquant à 2 km du sommet, on serait peut-être un peu dans une situation encore plus délicate. Donc au moins merci à vous messieurs d'être des attaquants. C'est une bonne chose. Après, je parlais du panache. Est-ce que c'est vraiment du panache quand Pogacar attaque à 40 bandes de l'arrivée et gagne tout seul avec 3 minutes d'avance? Enfin, je veux dire, le panache, c'est tenter des choses compliquées, prendre des risques, pour essayer de gagner d'une manière différente de ce dont on a l'habitude. Là, en fait, Pogacar, il prend pas de risque, parce qu'il sait que peu importe quand il attaque, il va gagner. Donc, c'est quand même un beau coureur. En plus, il est sympa. Ça, c'est aussi une différence qui est importante, c'est que Pogacar, il a un capital sympathie super élevé. Si on compare à un Chris Froome, par exemple, les années Froome, elles étaient horribles. Parce que Froome gagnait tout, et encore, il gagnait seulement certaines courses quand il était en forme, tandis que Pogacar, c'est toute l'année. Mais bref. Mais Froome, il était pas très, enfin, il était très gentil, mais c'est juste qu'il avait pas un capital sympathie très élevé. Tandis que Pogacar, lui, c'est le contraire. Il est super cool, tout le monde a envie d'être pote avec Pogacar, donc ça aide un peu à faire passer la pilule du fait qu'il tue le suspense sur chacune des courses. Et heureusement qu'il a ça, parce que sinon, vous mettez un Pogacar, bah, vous mettez Vingegaard à la place de Pogacar, tout le monde crie que c'est le nouveau Armstrong, qu'il est horrible, etc. Parce que Vingegaard, il a pas trop de capital sympathie, c'est un homme très gentil aussi. Mais c'est juste que lui, il a pas le côté extérieur de discussion facile, de fun, tout ce qu'on peut voir chez Tadej Pogacar qui aide un peu à faire passer la pilule. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est mieux que ça soit Vingegaard le contender, on va dire, de Pogacar et pas l'inverse. Parce que ça les met à peu près sur un même niveau de sympathie. C'est-à-dire que l'an dernier, quand c'était Vingegaard qui était plus fort que Pogacar, tout le monde disait Vingegaard, t'es horrible. Parce que déjà, il était plus fort, et en plus, c'était le moins sympa. Tandis que là, le plus fort, c'est aussi le plus sympa. Donc on l'aime pas trop parce qu'il est trop fort,
Et le mec qui était un peu moins sympa, qu'on aimait pas trop, on l'aime bien parce que c'est lui le contender du mec qui est trop fort. Donc bref. Je pars un peu en divagation là, mais toujours est-il que c'est vrai qu'il y a une certaine hégémonie de certains coureurs dans le peloton, de certaines équipes, et que ça nuit un peu au suspense. Donc ça participe du fait qu'on se soit un peu ennuyé cette année. Maintenant, ce qu'il faut en retenir quand même, c'est que là, la saison de la UAE et de Pogacar, c'est quand même quelque chose qui arrive pas tous les ans. C'est un truc exceptionnel. Et même s'ils ont encore fait un mercato de fou, qu'ils auront encore une très très bonne saison, une équipe cette saison, pardon, la saison prochaine, ils seront pas capables de rééditer cet exploit. Les 80 victoires, les 2 grands tours et tout le palmarès incroyable de Pogacar, ils vont pas le faire l'an prochain. Enfin, même si on dit souvent quand il y a un coureur qui arrive très fort, il va gagner le Tour de France pendant 10 ans, bah c'est faux. Egan Bernal, il a gagné une fois, on l'a plus vu après, on lui pour des conditions un peu différentes. Il y a jamais un coureur qui brille comme ça. Pogacar, on se dit il a seulement 25 ans, il va pas faire ça pendant 10 ans encore. Là, c'était vraiment une saison exceptionnelle, je ne sais pas s'il en fera encore une comme ça dans toute sa carrière. Même s'il a encore une marge de progression, il y aura toujours des aléas, des événements qui feront que c'est impossible qu'il fasse une saison aussi bonne que celle qu'il a fait cette année, parce qu'il a fait une saison parfaite, tout simplement. Il a toujours roulé à la perfection, ses équipiers ont toujours été les meilleurs, il a jamais fait aucune faute, il a jamais eu aucune chute, aucune maladie, c'est fou, enfin. Il y a juste Milan-San Remo peut-être, et encore il a rien à se reprocher, mais il a fait une saison parfaite, Pogacar. Et même s'il progresse encore, l'an prochain il sera pas capable de faire pareil. Parce que c'était simplement trop parfait. Tout s'est aligné dans son sens. Il a été le meilleur et en plus, les astres se sont alignés pour lui, donc c'est ce qui fait qu'il a fait une saison exceptionnelle. Donc oui, c'était super chiant pour nous, mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas l'an prochain. En tout cas, l'an prochain, UAE va continuer de dominer, Pogacar va continuer de dominer, mais c'est impossible que ça se fasse dans des proportions aussi fortes que ce qui s'est passé cette année, ce qui était vraiment particulier. Et pareil pour les classiques flandriennes. Franchement, Van Der Poel, il en a loupé quasiment aucune, il a toujours été super fort. Et oui, il va aussi progresser peut-être. Ça sera impossible qu'il fasse une saison. Enfin, il pourra jamais faire mieux que ce qu'il a fait cette saison. Parce qu'il a quasiment tout coché. Ce qu'il aurait pu faire de mieux, Van Der Poel, c'est gagner Gand-Wevelgem en battant Pedersen au sprint. Mais bon, en soi, ça change pas grand-chose pour être honnête. Parce que c'est ce qu'on retient, c'est le scénario de la course. On retient que Pedersen a gagné, mais c'était vraiment le binôme qui a attaqué qui nous a fait rêver. C'était pas trop le fait que l'un ou l'autre gagne, peu importe. Ce qu'il aurait pu faire, Van Der Poel, c'est gagner Milan-San Remo, pour le coup. Parce que clairement, il a un peu offert sur un plateau la victoire à Philipsen. Après, c'était bien vu de sa part parce que au sprint à deux avec Pogacar, il est pas sûr à 100% de gagner Van Der Poel. Mais s'il l'avait fait quand même, il aurait fait une saison de fou, hein, Van Der Poel. S'il avait gagné le championnat du monde de cyclocross et puis ensuite gagné Lombardie, pardon, Milan-San Remo, puis faire le doublé Roubaix, Tour des Flandres, puis faire troisième sur Liège-Bastogne-Liège, ça aurait été une saison de fou furieux. Pareil, Van Der Poel, il va pas faire mieux. Et puis surtout, Vingegaard n'était pas là. Donc Vingegaard va contrecarrer les plans de Pogacar l'an prochain, parce que Vingegaard va pas être aussi atteint physiquement qu'il l'a été cette année. Van Aert sera là l'an prochain. Il peut pas non plus être autant blessé qu'il l'a été cette année. Donc ça, c'est des plans qui vont contrecarrer ceux de Mathieu Van Der Poel. Et puis il y a d'autres coureurs qui vont grimper, qui n'a pas encore trop dans le viseur en ce moment, mais qui seront très forts l'an prochain, à n'en pas douter. Donc ça, c'est un motif d'espoir. Oui, on s'est fait chier cette année, mais c'est pas possible que la saison prochaine soit comme celle de cette année. Il y aura forcément des choses qui vont se passer, des événements, des alignements d'astres, je le disais, même si je crois pas en des alignements du hasard ni rien. Mais en tout cas, les conditions étaient trop parfaites pour que les coureurs qui dominent cette année ont dominent. Et c'est ce qui fait qu'on a une saison un peu fade. Mais en tout cas, moi, je reste résolument optimiste pour l'an prochain. Je pense qu'on aura une belle saison. Plus belle que cette année. Et c'est aussi pour ça que je suis content que la saison de cette année s'arrête. Là, on va pas avoir de cyclisme pendant 3-4 mois. On va un peu s'ennuyer. Et puis, on va repartir l'an prochain. Début des classiques en Belgique. On sera très content d'avoir des nouvelles classiques qui vont revenir, des nouvelles courses. Et on aura un peu perdu, comment dire, le côté banal des courses qu'on a eu à la fin de cette année. Le, je sais pas, la lassitude qu'on a eue. Cette fois-ci, elle se sera envolée. Et puis, on va repartir pour des plus belles aventures. Et une saison qui sera, je l'espère, très sympa à suivre. Aussi, un truc dont je voudrais parler finalement, un peu rapidement, c'est la saison des Français. Parce qu'on n'a pas eu une saison incroyable. On a eu des beaux coureurs qui se sont révélés, dans sa Paul Lapera notamment, mais globalement, qui est le meilleur Français de cette année? C'est assez difficile à dire. Alaphilippe, parce qu'il a réussi à regagner, parce qu'il a fait un super numéro sur le Tour d'Italie. Bah ouais, mais après, on l'a pas vu sur certaines échéances, malheureusement, parce qu'il était blessé.
On se rappelle de sa blessure au genou pendant les classiques flandriennes notamment, qui l'ont un peu empêché de briller aussi sur les Ardennaises. Euh, Alaphilippe qui est pas non plus sélectionné sur le Tour de Lombardie, Alaphilippe qui sera jeté dans l'an prochain, enfin bref. Il y a plein de choses qui font qu'Alaphilippe n'a pas été non plus au top. Romain Bardet était bon, il a gagné une étape sur le Tour de France, il a porté le maillot jaune, il a fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège, mais bon, après, on l'a pas vu tant que ça non plus. Romain Grégoire, Lenny Martinez début de saison de folie, et puis ensuite il a été cramé le pauvre, on l'a plus vu. Au contraire, si on regarde la Groupama sur la fin de saison, eh ben on a David Gaudu qui est très fort sur la fin de saison, qui a fait vraiment très plaisir, mais il a un début de saison catastrophique, donc qui est le meilleur français de l'année? Christophe Laporte peut-être? Kevin Vauquelin, j'en sais rien. On a eu un niveau, même si la Décathlon AG2R a brillé de ouf, notamment grâce à Ben O'Connor qui est pas français malheureusement, on a eu beaucoup de coureurs qui étaient très bons, mais il n'y a pas un coureur qui est vraiment ressorti du lot côté français cette année. Est-ce que c'est Valentin Madouas parce qu'il fait deuxième au JO? Bah, Valentin, à part sur les JO, on l'a pas trop vu non plus. Donc, saison un peu compliquée pour les Français. C'est peut-être ça aussi qui fait que on n'a pas tant vibré que ça. Et pour être honnête, les courses qu'on a vibré le plus pour les Français cette année, c'était la victoire d'Alaphilippe, évidemment sur le Giro. On a eu aussi évidemment l'Amstel Gold Race avec Paul Lapera, etc., qui était dans le coup, Valentin Madouas. Ensuite, où on a vibré aussi, bah, c'était sur les JO avec Madouas, évidemment. Sur le Tour de France, avec la victoire de Romain Bardet, c'était fou. La victoire de Kevin Vauquelin aussi. L'étape de Turgis, ça c'était vraiment un plaisir fou. Enfin bref, les Français, pas si forts que ça cette année. Moi, il y a des coureurs que j'aurais bien aimé voir vibrer un peu plus. Euh, Christophe Laporte, il fait une belle fin de saison, mais c'est quand même majoritairement en dessous des attentes qu'on peut avoir de lui. Qui ça d'autre? Guillaume Martin, malheureusement, saison mitigée aussi. Victor Lafay qu'on n'a pas vu parce qu'il était blessé, qui revient seulement en fin de saison. Enfin, pour les Français, c'était un peu une année à manger son pain noir, même si on a eu le renouveau d'Alaphilippe. Donc j'espère que les années prochaines seront aussi un peu plus sympas à suivre de ce côté-là. Bref, je parle beaucoup trop. Euh, Tout ça pour dire que suivez le cyclo-cross cet hiver, ça va être très sympa. Avec Mathieu Van Der Poel ou pas, avec Wout van Aert ou pas, mais suivez le cours cyclo-cross, ça va vous faire du bien. En termes de format, en plus, c'est des courses d'une heure, donc c'est très cool à suivre. Il se passe souvent beaucoup de choses. Et puis, on se dit à bientôt, en tout cas à l'année prochaine, pour une nouvelle saison du Podcyclette aussi, qui s'accompagnera donc, qui accompagnera donc cette nouvelle saison de cyclisme sur route. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir cette année. C'était la première vraie saison complète sur laquelle j'ai fait des émissions, et donc voilà, c'était un vrai plaisir. Je suis content d'aller en pause, pas parce que j'ai besoin de me reposer, mais parce que j'ai besoin de me reposer du cyclisme. Je pense qu'on est un peu beaucoup dans ce cas-là. Et puis je vous dis à bientôt, l'an prochain, pour les nouvelles courses, et puis on sera là pour être hypé, en tout cas ça c'est sûr. Et ne vous inquiétez pas, l'année prochaine sera plus meilleure que cette année, pardon. Voilà, je bégayais, c'est la fin de l'année, mais il y aura un peu plus de suspense, ça c'est sûr et certain. Donc profitez bien des vacances, et puis à bientôt. Salut!